Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Apéro Foot, le podcast foot présenté par le monde amateur. Après une longue période d'absence, nous sommes de retour. Ce soir avec nous, Ben. Salut tout le monde. Chex. Salut les mecs. Et le beau, le volumineux, le magnifique Jérém. Salut. Nous sommes très ravis de vous retrouver ce soir après une petite trêve estivale, automnale. Et nous sommes de retour plus frais que jamais pour parler foot, bien entendu, hein, le sport qui nous passionne de plus en plus au fur et à mesure du temps. Ce soir, au programme, 2 sujets. Le premier, notre Ligue 1 chérie, et le deuxième, l'équipe de France, après la petite trêve internationale avec les 2 matchs joués contre le Kazakhstan et contre la Finlande. C'est ça. Non, je disais c'est ça, c'est bien ces 2 équipes-là qui sont jouées. Ouais, j'avais un doute sur le Kazakhstan, c'était un peu compliqué. Bon, si vous le voulez bien les gars, on démarre tout de suite par la Ligue 1. Donc la Ligue 1 qui a démarré maintenant depuis 2 mois, quasiment, même plus, 2 mois et demi. J'ai une première question pour vous les mecs. Est-ce que pour vous, avec ce début de saison là sur la Ligue 1, est-ce que pour vous la Ligue 1 elle est passée dans une autre dimension? Je dis ça parce que on entend de plus en plus parler comme quoi les équipes deviennent de plus en plus attractives, les matchs de plus en plus intéressants, des coachs étrangers qui viennent. Alors, est-ce que pour vous, la Ligue 1, elle est passée dans une autre dimension? Non, pas encore. Pas encore, ouais. Bon, Pas encore dans le sens où... Vas-y, Jérém. Bah, je pense simplement que la Ligue 1, en fait, elle suit le cours du foot mondial, quoi. Je pense qu'on est les derniers à commencer à intéresser des investisseurs et compagnie, donc ça arrive progressivement, puisque la plupart des gros clubs anglais sont déjà sous bannière d'investisseurs à droite et à gauche. Voilà, et bah, la Ligue 1... tous les clubs les plus bancables, PSG, Marseille, Lyon, je crois que c'est un fonds d'investissement chinois, non? C'est pas ça? Enfin, voilà. Je pense que la Ligue 1, elle suit simplement le foot mondial, mais elle est pas encore à un niveau où elle peut vraiment concurrencer un championnat comme l'Angleterre ou l'Espagne, quoi. Il faut concurrencer. Est-ce que pour vous, le fait, par exemple, de faire venir des coachs étrangers, par exemple, cette année à Marseille, Sampaoli, Peter Bosz à Lyon, est-ce que pour vous, ça a une réelle influence sur la qualité de jeu de ces équipes-là, du coup? En partie, t'amènes d'autres visions du football en France, parce que c'est vrai qu'en général, dans les clubs français, on aime bien avoir des coachs bien français. Là, avoir des petites touches européennes avec des idées différentes, et c'est pas trop mal. Alors après, par exemple, on va prendre Angers. Angers, ça joue pas trop mal, et pourtant c'est un coach français. Donc on va pas dire que c'est forcément à chaque fois les coachs étrangers qui viennent ramener justement ce petit plus. Mais C'est plus la mentalité au final. ouais, c'est un peu ça le délire. Ouais, c'est ça, peut-être la mentalité qui change, parce qu'on le voit sur les déjà au niveau des du nombre de buts qui sont marqués par journée de Ligue 1. Mais la saison, pour l'instant, sur la saison la plus prolifique depuis la saison 82-83. Donc ça remonte à pas mal de temps. Mais du coup, ça veut dire qu'on évolue vers un football un peu plus offensif, qu'on soit moins fermé dans le jeu aussi, parce qu'en général, c'était des équipes dans le championnat français où ça bétonnait beaucoup et ça proposait pas grand-chose. Et là, on voit que ça change. Je pense que en fait les petites équipes de Ligue 1 à l'époque, avec peu de moyens, un peu de budget, elles se disaient que le but du jeu c'est de s'en prendre le moins possible et de terminer le moins bas possible, et du coup prendre un point c'est bien, et voilà. Donc du coup on ferme la boutique et puis on fait avec nos moyens, donc on essaie de pas forcément de développer du jeu. Mais je pense que les mentalités ont changé, notamment sur peut-être des philosophies de coach, des envies des clubs aussi, enfin voilà, à voir. Mais il y a plein de petits, des petits clubs en France qui, leur équipe développe un jeu intéressant. Ouais, t'as pris l'exemple d'Angers, Montpellier c'est intéressant, Lens c'est costaud aussi. Lens, Clermont, alors on va dire Lens qui est remonté il y a 2 saisons, qui propose du jeu, Clermont qui est monté cette année et qui propose aussi pas mal de jeux. Alors ils ont eu des bons résultats sur le début de saison, là on voit qu'ils sont dans un peu dans le creux de la vague, mais ça reste toujours correct et c'est agréable à regarder. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a de ça quelques années, tu avais le choix entre un match de première ligue à la télé et un match de Ligue 1. Tu penchais directement vers le match de première ligue. Mais là, pour le moment, peu de déception sur les matchs vus en Après, la différence, c'est que tu as quand même beaucoup plus de buts aussi qu'avant. Hein.
T'as beaucoup de Ouais. depuis le début Bah, de les saison. équipes jouent, les équipes elles attaquent, hein. Mm. Les équipes elles attaquent. Donc, je sais pas, toi, Jérém, ton avis toi là-dessus? Alors, je suis pas du tout d'accord sur le concept de foot français bétonné, on ferme et tout ça. Bon, il y a de Déjà, ça quelques années, la majorité des clubs de Ligue 1, c'était le cas. alors, laisse-moi expliquer. Il y a un mec qui s'appelle Gérard Rouillet qui un jour a écrit un livre parce que c'était quoi le football français et il a écrit un livre et ça s'appelait la French Touch parce qu'il voulait définir. On dit le football espagnol c'est ça, le football hollandais c'est ça, le football allemand c'est ça. Donc il voulait donner une image du football français. Sauf que tu vois, moi je suis convaincu d'une chose, c'est qu'en France, en fait, notre différence c'est notre force. Tu vas dans les Hauts-de-France, tu joues pas au football de la même manière qu'en Alsace, Ouais. qu'en Bretagne, que dans le Sud-Ouest ou qu'à Marseille ou même qu'en Île-de-France. En Île-de-France, on va pas jouer de la même manière qu'à Lyon, qu'à Bordeaux ou autre. Tu vois? Donc c'est pour ça que dire ouais, il y a une idée de jeu où on bétonne. Alors je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a des équipes moyennes de Ligue 1 qui, faute de moyens, ont peut-être cherché la facilité. On va bétonner. Mais tu prends Nantes par exemple, l'école de jeu à la nantaise qui est quand même réputée. Ça a été pendant des années une école entre guillemets de beau jeu à la française. Auxerre avec Giroud et les années Djibril Cissé, Mexès, c'était pas non plus dégueulasse à regarder. Lyon, lors de leurs grandes années, en termes de jeu, c'était pas des coachs étrangers, hein, c'était des Alain Perrin, c'était des Paul Le Guen, c'était pas non plus dégueulasse à regarder. Après, tu vois, on parle des grosses écuries du championnat. Moi, ouais, je te parle mais des petites équipes. bah, tu prends Donc, les les petites 7-8 équipes, là, dernières équipes du championnat, ça je vais te bétonnait, dire, ça bétonnait. je vais te dire Nantes, je vais te dire Metz, je vais te dire quand même des clubs qui Montpellier, Nantes, pas à la grande forcément. époque, c'est pas le bas de tableau. Hein. Ouais, mais dans l'idée, Nantes, ça a jamais. Maintenant, ils sont à des années-lumière de leur. Pour moi, c'est flou parce que comment tu veux dire ouais, à la française, on joue l'équipe de France, par exemple, parce que bah, du coup, les clubs français, ça va être l'image de l'équipe de France. Je pense que nos anciens, nos pères, nos parents, qui vont parler de l'équipe de France sous Hidalgo, ils vont tous parler d'une magnifique équipe de France, la plus belle qu'ils aient vue, celle qui aurait dû être championne du monde en 82. Enfin voilà, je veux dire, eux, ils n'ont pas le sentiment que l'équipe de France était une équipe qui bétonnait, et je pense que leur championnat de France à l'époque, c'était pas non plus ça. Je veux dire, après, Bah, en je suis 82, d'accord, c'était il y a des- Saint-Etienne qui était, je crois, au Ouais, top. mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que du coup, ouais, effectivement, les petits clubs, mais tu sais, c'est pareil dans les autres pays. Hein. Les petits clubs, bah, je regarde souvent le championnat néerlandais. Pourtant, la Hollande, pays aussi où on aime bien jouer au ballon, je peux t'assurer que l'Ajax, quand il joue contre une équipe de bas de tableau ou de moyen de tableau, c'est le bus garé devant le but et ça va être un attaque-défense tout le match, tu vois. Et pourtant, c'est pas un pays. Et en Espagne aussi, tu observes ça avec certains clubs. Ouais. Du coup, c'est compliqué pour moi de définir que ouais, les Français on bétonne. Alors oui, il y a eu des clubs en France qui ont bétonné, mais je suis désolé de dire que c'est une généralité, ça me dérange un peu parce Non, que c'est mais pas forcément ce que j'ai après, ressenti. moi, je trouve que la différence, c'est que je pense que il y a de ça quelques années, tu avais sur les 20 équipes du championnat, tu en avais peut-être 3, 4, 5 où ça jouait vraiment correctement. Mhm. Mais là, depuis ces 2 dernières saisons, je pense que tu es passé de 3, 4 à peut-être 7, 8, tu vois. Parce que Donc, c'est pas t'as plus forcément de une moyens. généralité, mais bah, pas forcément. Tu vois, je pense que c'est pas forcément plus de moyens. Tu vois, à Brest l'année dernière, ce qu'a proposé, je pense que c'était Dalloglio en début de saison. Eh ben, c'est pas forcément l'équipe la plus riche avec le plus de moyens, mais ça restait cohérent ce qui est proposé. Montpellier, c'est pas mal aussi. Bah, ce que Mhm. fait Francaise avec Lens, c'est pas mal. Donc du coup, moi je pense que le fait que de passer de 3 à 4 à directement 7-8, eh ben, le championnat est devenu quand même beaucoup plus intéressant. Et ça a peut-être donné l'envie et l'idée à d'autres équipes de proposer ça. Après, les moyens, t'es quand même obligé de dire ils sont quand même supérieurs parce que tu conserves plus longtemps tes meilleurs joueurs. Tu peux commencer à proposer même si c'est pas toujours le cas, mais à tes meilleurs jeunes de centre de formation de signer pro dans ton club, parce que là on se rend compte quand même que ça devient un problème au niveau européen où tes pépites de ton centre de formation signent dans des gros clubs pour finalement se vautrer. Hein, en France, on commence à observer ce phénomène-là avec certaines pépites, mais on voit quand même que la plupart signent en France. Mais bon, on observe quand même que l'augmentation des moyens permet à ce qu'on garde nos meilleurs joueurs un peu plus longtemps dans le championnat, et c'est ce qui fait que cette année, pour l'indice UEFA de l'équipe de la France, et à mon avis, on est Intéressant. parti pour faire une bonne année. C'est ça. Ah ouais. Du coup, c'est quand même intéressant pour une fois qu'on va merde, on a quand même un vivier de très très bons joueurs de foot.
Et on mérite quand même, je pense, que ne serait-ce que ça, avoir une place de choix au niveau européen, sans forcément être les premiers, mais au moins on mérite une place de choix. Après, là où ça, UEFA français qui augmente. Vas-y Ben, vas-y. je dis là où ça avait changé, c'est depuis 2 ans, t'as les droits télé qui ont changé, tu vois, avec le fiasco de Media Pro, tu vois, ça a changé. Et t'as Amazon qui est arrivé, et si Amazon est arrivé, c'est pas non plus un hasard, quoi. Donc Amazon, c'est les US, donc s'ils ont acheté les droits télé pour, on va dire, une belle petite somme, c'est qu'ils savent qu'il y aura un attrait derrière, donc je pense que la Ligue 1 a commencé à pas à exploser, mais les gens de l'extérieur regardent un peu plus. Donc Tu sais, quand tu ramènes des joueurs comme Messi, Neymar, voilà, Sergio mais ça Ramos, après c'est ce que Paris apporte. apporte au championnat français. Mais ce qui est Est-ce certain, que pour c'est vous, que Paris, le fait qu'il y ait Paris dans le championnat, est-ce que ça a aussi pour vous une influence sur les autres clubs? bah bien sûr, Oui, bien sûr. bah oui. Ça a une influence sur les autres clubs, mais ça a une influence sur le monde entier parce qu'ils ont acheté des vitrines en fait, tu vois. Pour moi, ils ont pas acheté des joueurs de foot, ils ont acheté des vitrines. Donc Le PSG, ça devient une marque. Hein. voilà, c'est devenu une marque, c'est devenu beaucoup de choses et oui, aujourd'hui, s'il y avait pas Paris en Ligue 1, je pense pas que t'aurais la même comment dire, la même rentabilité d'argent derrière. Donc faut pas oublier que derrière c'est que ça. Hein. Donc, Après, c'est bien ce que Paris amène au championnat de France, mais ça doit pas devenir une norme pour nos clubs. C'est-à-dire que on est quand même un championnat où on a une culture de la formation. Si on fait venir tous les meilleurs joueurs du monde dans notre championnat, on va se retrouver comme l'Angleterre et l'Italie, c'est-à-dire que nos jeunes ils joueront plus et notre équipe nationale. Bah, c'est comme au Real, hein. Moi j'ai jamais vu un mec du Real qui sort du centre de formation et qui est devenu, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à. Sur ces dernières années, quand même, quelques-uns. T'as du Asensio, Vinicius qui avait été recruté pour la Castilla. Le centre de c'est formation le plus Rodrigo. prolifique en Europe, le Real. Oui, mais Casemiro, ils jouent pas au Real en fait, tu vois. Après ils vont ailleurs. Ils percent ailleurs. Lucas Vazquez, c'est là aussi, non? Après ils partent Ouais, il ailleurs. me semble aussi. Carvajal, c'est là aussi. Morata. Enzo Zidane. Ouais. Mais tous ces joueurs-là aujourd'hui, ils sont pas dans les top leaders. C'est pas ceux qui sont les plus bankable, on va dire, tu vois. En tout cas, Jérém, tu parlais de l'indice UEFA de la France. Là, franchement, je pense que c'est l'une des meilleures années qu'on ait connues là, entre guillemets pour le moment. T'as le PSG qui est deuxième de son groupe avec 8 points et qui devrait se qualifier s'il fait pas de faux pas, même s'il perd à City, s'il fait pas de faux pas à Bruges. Lille qui est deuxième et qui peut toujours se qualifier pour les C'est une huitièmes de blague. finale. Lyon qui est premier de son groupe en Europa. Monaco qui est premier aussi. Marseille troisième, mais ils peuvent encore choper la deuxième place, vu que la Lazio n'a que 5 points et eux ils en ont 4. Et puis t'as Rennes en Conference League, je sais pas trop à quoi elle sert cette compétition, mais peu importe, ils sont premiers avec 10 points de leur groupe, avec Tottenham dedans. Et Lille, il doit jouer qui là? Lille, il doit jouer qui là? Prochain match? Salzbourg. En plus, c'est à Et leur portée, Wolfsburg. hein. C'est à leur portée, hein, Salzbourg, tu vois. Donc, Pour gagner à Séville, je pense que ça peut te permettre de battre tout le monde en groupe au final. Hein. oui, et puis ça serait bien qu'ils passent au deuxième tour parce que l'indice UEFA ça fait forcément de bien et puis Honnêtement, ça serait quand même pas juste pour Galtier que Lille passe en 8e parce que franchement, pourquoi quand pas tu vois juste le mec, quand tu vois le boulot qu'il a fait, il aurait mérité lui de vivre ce moment-là avec le club. bah c'est lui qui a choisi de partir, hein. c'est lui qui a choisi de Non, partir. bien sûr, mais ce que je veux dire, donc, c'est que Gourvenec, je suis pas du tout convaincu de ce qu'il fait et Mhm. bon, il va quand même récolter encore les restants de Galtier. Après, voilà. Ah c'est mais un on va autre pas faire débat, la mais- fine bouche. Chaque année, on est en train de se dire, il y a que le PSG qui Ouais, bien arrive sûr. à nous garder, on va Mais dire là, je suis la surtout- tête hors de l'eau avec l'indice UEFA. Là, tu te dis, t'as tous tes clubs qui sont encore potentiellement qualifiables pour les C'est phases. surtout sur un plan moral et éthique quoi, que je dis Bon, ça. ça mais après, bien sûr, moral que et éthique si, en en foot, Jérém, huitième- tu sais que ça Mhm. fonctionne pas toujours ensemble. Donc, c'est clair. Ouais. Non mais voilà, Ouais. donc Moral et le fric. ça. c'est ça. Ouais. C'est ça. Non, mais est-ce que pour vous, la Ligue 1 elle peut concurrencer les 4 plus gros championnats européens à terme, à moyen terme, là 2-3 ans à venir, Va falloir à tous les niveaux, scène européenne, tout ça. ça dépend les quatre Bah, que tu mets en devant. Ouais, les et 4 puis pour c'est moi, sûr. Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie.
Non. Pour moi, il y a que l'Italie qui elle peut concurrencer aujourd'hui, mais les autres, c'est compliqué. Pour le Et moment, encore l'Italie, ça revient bien quand même. Hein. Ouais, pour moi, Italie et France, c'est un peu le même, c'est un peu la même chose. Celui qui a la traîne parmi les 4 que je viens de citer, c'est l'Espagne, c'est en train de dégringoler sévère quand même. Hein. Bah, l'Espagne, depuis que Messi et Ronaldo sont partis, bah, leur vitrine est partie, quoi. Donc, forcément, bah, les gens sont moins intéressés. Pour moi, la Ligue 1, elle est sur une. Le Classico, plus personne le regarde, tu vois. T'as regardé Classico cette année? Si, je l'ai regardé. Ouais, j'ai regardé aussi, ouais. Il y avait Manchester contre Liverpool, donc j'ai pas regardé. Je te crois même pas. Mais Liverpool contre qui? C'était Liverpool contre qui? Manchester. Ah, Chias United, là. Mais je pense que la Ligue 1 actuellement elle est sur une concurrence ponctuelle, mais ça dépend sur quel domaine, tu vois. Si on parle de sportif actuellement, là on concurrence, mais on sait très bien que ça durera pas l'année prochaine ou même dans 2 ans, ou à moins qu'on ait vraiment quelque chose de. Moi je pense que voilà, on va sortir des bonnes années, une sur 3-4 ans, et après on va un peu rentrer dans le rang et on va revenir avec de nouveaux groupes, de nouveaux joueurs. Je pense que c'est un peu ça, un peu notre synonyme de Farmer League. Là. Bah, c'est cyclique. C'est un peu le. Ah, ça, non, c'est- là, cette année, c'est la Ligue des talents, Jérém. Je te coupe. Pardon, c'est pas- la Ligue des talents. C'est vrai qu'on a Ligue tendance. Je vous ai coupé, les gars, ça a coupé pour moi. Vous m'entendez là? Ouais, ça, on a eu une coupure. Ouais. Ouais, j'ai coupé aussi, ouais. Ok. Yes, les gars, on se rapproche de la mi-saison. Si vous deviez sortir un joueur surprise de ce début de championnat et une équipe surprise, ce serait laquelle? Jonathan Claus, Jérém? Absolument pas. Bah, après, c'est compliqué de parler de joueurs surprises et d'équipes surprises parce que finalement, il n'y a pas tant de surprises que ça, je trouve. Une Bah, révélation, l'équipe hein. surprise, entre guillemets, on peut dire le RC Lens parce que je les attendais absolument pas deuxième du championnat Non. maintenant. Dans le haut de tableau, dans les 10 premiers, oui, mais pas aussi haut. Après, t'as une petite mention spéciale quand même à Nice, avec un nouveau coach, pas mal de nouveaux joueurs. Marseille et à Rennes aussi, même après un début de saison difficile. Donc moi je mettrais ces équipes-là un peu dans le même panier avec un petit plus pour Lens parce qu'au vu du classement, du jeu qu'ils produisent et du budget qu'ils ont de base aussi, bah tout ça lié, on peut dire que c'est un peu la surprise de cette année. Il y a Et une au vraie niveau- identité de jeu à Lens au final. Que tu C'est ça. regardes un match d'une semaine sur l'autre, il y a vraiment quelque chose, un projet qui est mis en place. Bah, c'est toujours Et oui. c'est intéressant de les regarder. Ça faisait longtemps qu'ils avaient pas gagné, je crois, 4-0 un match à l'aise, quoi, tu vois. Avant, ça a toujours été serré, etc. Là, c'était vraiment des scores fleuves, à part le match à Lyon, et encore, apparemment, même d'après les commentaires que j'ai pu lire, même le match à Lyon, il méritait soit de le gagner ou au moins de faire match nul. Donc, Ouais. Moi, j'ai une petite révélation. Bon, c'est une demi-révélation, mais il y a un joueur, au plus je le vois jouer, au plus je le trouve fort. C'est Paqueta. Paqueta Ah bah. à Lyon. Ah ouais, à Lyon. mais du coup, Oh. pareil, est-ce que tu trouves ça, Il tu est mets ça trop dans fort. un joueur surprise? Bah, Parce que, surprise, mais Ouais. plus fort encore que l'année dernière, je trouve, là. Oui, sur ce début À de saison. Milan, à Milan, quand il a été recruté, c'était prévu pour que ce soit le nouveau Kaka. Hein. Et finalement, ils n'ont pas donné vraiment sa vraie chance, mais je trouve qu'il est trop fort, Bah, Lucas je- Pellegrini. Tout à l'heure sur l'after, c'était Juninho qui était l'invité Mm. dans Rotten. Non, c'est dans Rotten sans flamme là. Et au final, il disait que avant de venir à Lyon, Juninho c'était un consultant sur une chaîne brésilienne et donc du coup ça lui permettait de voir pas mal d'équipes et de matchs. Donc du coup, il l'avait déjà suivi. Et il expliquait que Paqueta, elle était partie pour 35, je pense, 35 millions d'euros, un truc du genre. Ouais. Il y a eu un entraîneur pendant un an, sa cote, elle était passée à 45 millions d'euros, et après, il y a eu 3 changements de coach différents. Et du coup, il y a beaucoup moins joué, et sa cote, elle a baissé, et vu qu'il entretenait de bonnes relations avec son agent, il a pu le faire venir À Lyon. à Lyon, mais il avait flairé le bon coup, quoi, parce qu'il savait très bien que Ouais. potentiellement, c'était costaud. Franchement, il est solide, techniquement, c'est très fort. Devant le but, c'est bon. Est-ce qu'il y a un meilleur joueur en ce moment en Ligue 1? Vous voyez, Ouais, t'as Payet. ouais, Payet fait un Parce bonne que- saison, mais c'est pas encore à ce niveau-là. Hein. Non, Paqueta, mais c'est tu au-dessus, hein. c'est pas le niveau de Bah, Paqueta. On l'enterrait quand même l'année dernière avec son surpoids bien comme il faut et finalement cette année il fait quand même quand tu regardes les matchs de Marseille avec Payet et sans Payet, Ouais. c'est pas les mêmes matchs. Moi, ce qui m'emmerde avec Payet, tu vois, c'est que il y a besoin de quelqu'un, il y a besoin de, je sais pas, il y a besoin de quelque chose pour être bon. Il sait pas être constant, ce Non, mec, mais C'est à avoir une ligne de conduite ou quoi. Et là, il y a C'est à Sampaoli l'image qui est d'un arrivé. à l'image Hein d'un Pogba. Pogba, il va te faire 4-5 matchs d'affilée, des prestations exceptionnelles, et pendant 3,
4 matchs, il va un peu disparaître, il va pas être nul, mais il va disparaître un peu du radar sans être décisif. Et je trouve que Payet, vous devez choisir entre un mec fiable sur l'intégralité des matchs de Ligue 1, mais avec un niveau constant bon, ou un mec avec des fulgurances comme Payet, pas Paqueta, parce que Paqueta pour me là-dessus, mais avec comme Payet ou Pogba, comme tu l'as cité, qui sont bons, allez, un match sur 2 ou 2 matchs sur 3. Ça dépend, c'est compliqué de dire ça comme ça. Si dans ton effectif, t'as tout ton effectif qui est correct plus, bah tu vas dire je vais prendre un Payet parce que sur certains matchs c'est lui qui va faire la différence. Et tandis que si t'as un collectif un peu moins bien, tu vas te dire je vais plutôt miser sur un Paqueta qui va relever un peu le niveau de ton effectif. Ouais. Donc pour vous, pas forcément d'équipe surprise. Toi, Tchex, peut-être tu mets en avant Lens. Et en joueur, il y a pas réellement de révélation. J'aurais peut-être dit en début de saison le petit de Reims là. Un petit gaucher qui était pas mal. Oui. Bécal ou un truc comme ça, ou Kebal. Ouais, c'est ça. Je trouvais intéressant ce joueur, mais il a un peu disparu là. Il joue un peu moins, je pense. Mais ouais. Non, pas Après, en surprise, moi, c'est plutôt surprise négative, c'est Saint-Etienne au fond du trou, quoi, tu vois. Moi, je suis surpris de les voir dernier du championnat et en si grande difficulté, quoi, tu vois. Ils arrivent vraiment pas à relever la tête de l'eau et je suis assez surpris quand même. Donc, plus dans son sens, tu vois. Ils ont pas réussi à le renouveler et puis Claude Puel, pour moi, c'est pas l'entraîneur qu'il faut à Saint-Etienne, quoi. Il leur faut quelqu'un d'autre un peu plus qui va redynamiser le jeu. Je pense que depuis que Galtier il est parti, c'était qui? C'était il y a eu Gasset qui est arrivé à un moment donné. Ouais, Gasset qui est Après arrivé. t'as eu un Portugais aussi là. Je sais plus comment il s'appelle. C'était pas avant Gasset ça, le Portugais? Ouais, possible. Si, c'est possible. Moi, je me demande si c'est pas ça. Si, c'était un petit peu avant, je pense. Puis Gasset, il a fait vouloir revenir Ben Arfa, mais bon, c'était un échec, qui était assez prévisible. Ouais. Mais c'est dommage, parce que... Et pareil, pareil avec Bordeaux, quoi. Tu vois, Bordeaux, moi, c'est une équipe que je trouve qu'elle devient vraiment... quelconque. Ouais, neutre. Enfin, tu vois, c'est l'équipe, en fait, où finalement, tu sais pas du tout quoi en penser. Une équipe ou un club? Non, alors fortement lié, hein. Non, le club, je peux rien dire parce que je connais pas trop, mais de la façon dont ils jouent, de la façon dont, tu vois, avant ils étaient à Chabandelmas, le stade était tout le temps plein et tout. Aujourd'hui, ils sont dans un nouveau stade tout neuf, il y a personne dans le stade. Voilà, et il y a personne dedans. Et leur jeu, il est devenu quelconque en fait. C'est devenu une équipe vraiment pas à milieu de tableau, mais en gros une équipe qui va jouer la 12e, 13e place. Là, à l'heure actuelle, c'est Bordeaux 18e, Saint-Etienne 19e. Voilà, tu vois. Donc et j'ai l'impression que depuis des années, ils essayent de récupérer que des anciens joueurs parce qu'ils savent pas recruter des jeunes ou donner de la chance à des jeunes. Donc non, il y en avait un que j'aimais bien, moi, c'était le Adli, je crois, il s'appelait. Il s'appelle toujours comme ça, mais oui, il est toujours là-bas, il était vendu au Milan AC, prêté par le Milan AC jusqu'à la saison prochaine à Bordeaux. Il a fait une bonne période là, je pense que c'est mais voilà, tu parlais de surprise, moi c'est plus ces deux équipes là où je suis un peu déçu quoi finalement. Ouais. Bon, on leur souhaite de remonter la pente quoi qu'il arrive. Oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Franchement, si on pouvait voir d'autres équipes descendre, ce serait pas mal. Il y aurait une homogénéité un peu meilleure parce que derrière il y a derrière c'est 3 qui poussent en Ligue 2. À Metz. Non, Toulouse, il y a Toulouse aussi. Ah, tu parles de la Ligue 2 là? Ouais, ceux qui sont en train de pousser en dessous là pour revenir. Ouais, t'as Toulouse, t'as Auxerre, je pense qui est pas mal. Voilà. Donc on reviendrait dans des classiques de Ligue 1 des années 90 où la Ligue 1 était pas mal quoi. Ou Lens domine Lille quoi. On va revenir dans des classiques, c'est normal. C'est ça. Ok, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la Ligue 1 les mecs? Non, de toute façon après c'est un début de saison et puis on attend la suite quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que la continuité de la saison va être de même standing que le début, j'espère. Et on se régalera jusqu'à la fin. Ouais, carrément. Ça roule messieurs, sans transition, bonsoir, on passe à la parenthèse équipe de France. Messieurs, dames, équipe de France, la la trêve internationale s'est achevée hier par la victoire de l'équipe de France en Finlande. Donc pour les deux matchs, France-Kazakhstan 8-0 et Finlande-France 2-0. Pour vous les gars, un petit retour à chaud comme ça sur la trêve internationale, sur les deux matchs des Bleus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Positif, négatif? Moi je suis deg parce que j'ai pas regardé le Kazakhstan, j'ai regardé la Finlande.
Mais non, après j'ai regardé un peu les résumés à droite à gauche contre le Kazakhstan, je sais pas quoi te dire parce qu'en fait finalement c'était vraiment un match vraiment sympa, mais c'était le Kazakhstan quoi. Donc comment tu peux vraiment juger, tu sais pas trop, mais en tout cas ils ont fait le taf et d'après ce que j'ai pu voir comme résumé même assez long, ça a pas mal combiné. Tu sens que la connexion devant se fait un peu mieux. Donc et après en regardant la Finlande, oui, tu vois réellement que quand Benzema est rentré, la connexion elle s'est refait. Coman à droite, ça a été un peu le changement aussi. Donc non, tu vois que quand les Titus sont rentrés, ça a été une autre équipe de France. Et puis bon, ils ont fait un match pas non plus ouf contre la Finlande, mais ils ont fait le taf. Donc principal c'était de gagner les deux matchs, ça a été fait. Donc non, c'est une bonne trêve. Et Tchouaméni, ouais, bien. Moi, je pense, comme je le dis, un petit Pogba, mais vraiment bien quoi dans la récupération. Hein. Tu parles de titulaires qui sont rentrés pour vous. Si vous deviez faire une équipe type là à l'heure actuelle pour aller en Coupe du Monde, ce serait quoi? Celle qu'il a mis contre le Kazakhstan. Hein. Voilà, moi je mettrais justement un petit bémol sur l'équipe qui a été mise contre le Kazakhstan. Je sortirais Griezmann du 11 parce que là contre le Kazakhstan, tu mets Coman, Mbappé, Benzema, Théo Hernandez, Griezmann. Ça fait plus ou moins 5 offensifs quand même. On va pas se le cacher, dans les couloirs, c'est des mecs qui sont beaucoup plus offensifs que défensifs. Et pour réguler un peu tout ça, moi je mettrais un troisième vrai milieu de terrain, et du coup dans le milieu de terrain je mettrais Kanté, Pogba et Tchouaméni pour justement densifier un peu tout ça et puis combler les espaces qu'ils laisseraient dans leur dos. Mais du coup Griezmann il joue à la place de qui là dans les trois que t'as cités? Non, justement je sors Griezmann et je mets Tchouaméni. Ah, tu mets Tchouaméni à la place, ok. Ouais. Bon, et puis Rabiot je le remplace par Pogba quoi. Ouais. Pour moi Griezmann il est indispensable. Moi aussi je trouve. Moi je trouve qu'il est pareil. Mais il est critiquable, hein, c'est vrai, tu peux dire ce que tu veux, il fait pas forcément des matchs folichons, mais ouais, mais il court. C'est pas pour Griezmann. C'est pas pour Griezmann c'est pas pour ses performances ni quoi que ce soit, c'est juste pour l'équilibre, stabiliser et équilibrer parce que tu vois que les pistons dans les couloirs, dans l'animation, c'est super important et je trouve que après le 3-5-2, il va pas le jouer tout le temps. Hein. Non, mais c'est pour ça. Après, dans une autre compo, tu peux laisser Griezmann. Il y a pas de souci. C'est pas. J'étais absolument pas convaincu de la défense à 3 en équipe de France parce que c'est pas vraiment dans notre culture de jeu. Et là, sur ces deux matchs-là, je pense que la sauce commence à prendre. Mais à culpa de ma part, c'est vrai que je suis pas du tout fan de ce système-là. Mais ça a l'air de fonctionner, ça commence à prendre ses marques. Mais après, on sait tous pourquoi ils jouent comme ça. C'est surtout pour bénéficier des trois devant et au détriment peut-être d'un équilibre défensif. Mais je veux dire, quand tu as autant de qualité devant, quelque part, je crois que c'est compliqué d'avoir une stabilité défensive qui n'est pas touchée, quoi. D'office, il doit faire un choix. Et je pense que, parce que quand j'ai regardé ces deux matchs-là, je me suis quand même dit, putain, mais je vais pas faire le chauvin, mais putain, qu'est-ce qu'on est quand même fort, quoi. Je veux dire, on a quand même une équipe de France qui est quand même pas mal, des remplaçants qui vont, à mon avis, prendre le relais, qui seront, à mon avis, dans une logique aussi performante. Je me dis, putain, finalement, Deschamps, son erreur cette année, c'est d'avoir inclus Benzema trop tard. Parce que son système, s'il avait été travaillé avant, on se serait pas, à mon avis, vautré à l'Euro comme ça. Après, voilà, on va pas refaire l'Euro, hein, mais c'est vrai que quand je regarde l'équipe qu'on a, quand je vois Ben, par exemple, il dit c'est que le Kazakhstan. D'accord, t'as raison, c'est que le Kazakhstan. Mais il y a quelques années, il y a pas si longtemps, hein, ce genre de match-là, on galérait à gagner 1-0. On galérait à 1-0, c'est pour ça que je dis que le match, il a été plein. Là, quelque part, la logique est respectée. Le Kazakhstan, sans leur manquer de respect, nation mineure au football, ils ont pris une rouste par une équipe qui est championne du monde actuellement. Et c'est normal. L'Allemagne, ils ont mis 9-0. L'Angleterre, ils ont aussi mis une claque. J'ai envie de dire, à un moment donné, c'est normal. Une nation où tu l'es pas. Et je pense que la logique, elle est respectée. Là, on avait joué contre qui il y a pas longtemps? Liechtenstein ou Luxembourg. Ça a aussi été un match compliqué, alors que c'est des équipes, c'est pas du niveau de l'Allemagne ou de l'Espagne, quoi. Et là, finalement, on se retrouve à mettre 8-0 à Kazakhstan. On bat la Finlande. J'ai envie de dire, on est dans une certaine normalité. Alors, faut peut-être pas tomber non plus dans la fine bouche à dire
ouais, c'est que la Finlande, c'est que le Kazakhstan. Bah, en fait, il y a encore pas longtemps, ces matchs-là, on se chiait dessus, quoi. Ah, mais Bah, on galérait à les gagner, en tout cas. de Ouais, performance, hein, on mais galérait à les gagner. alors, votre avis, Ben, tu parles de connexion devant sur le binôme. Bon, je suppose que tu parles du binôme Mbappé Ouais. Benzema. Alors, je suis d'accord qu'il y a une connexion, mais moi, dans leur animation offensive, il y a quand même quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression de revivre ça aussi un peu en équipe de France, où je sais pas si vous voyez d'autres équipes en Europe avec laquelle ça arrive, mais j'ai l'impression qu'ils ont ce besoin systématique de se trouver tout le temps, de chercher. Et je sais pas, je trouve que ça dénature un peu le jeu en fait. Bah, parce que c'est Vous les voyez, consignes de Deschamps, hein, j'imagine. Hein, mais ouais, mais tu vois, pour moi, si tu veux vraiment être une ça fait un grosse jeu machine, stéréotypé, tu dis. ouais, c'est un peu ça, ouais, tu vois, mais je veux dire, tu vois le Bayern, offensivement, c'est fluide, tu vois, ça va d'un côté, ça va de l'autre. Je veux dire, il y a de la diversité, tout le monde joue avec tout le monde. Là, quand tu regardes les schémas de jeu offensifs sur les deux matchs, eh ben, ouais, Benzema trouve bien Griezmann, enfin, trouve bien Mbappé. Techniquement, c'est très, très, très fort, hein, il n'y a pas à chier. Mais je trouve que ça manque clairement de diversité offensive. Bah, Ouais. pourtant, enfin, quand tu regardes le quadruplé d'Mbappé, il n'y a pas eu que des connexions avec Benzema. Il y a un centre Ouais, il y a un Ouais, centre de mais Coman, il y a... Bah, je trouve que Coman, il a pris une bonne part dans ce trio, hein, tu vois. je suis pas sûr que Deschamps, sa priorité, c'est de mettre son groupe. Du coup, lui, il va te mettre en place un 4-3-3 s'il faut, il va te mettre en place un 3-5-2 s'il faut, il va te mettre en place n'importe quel système à partir du moment où son groupe va répondre à ce qu'il veut, c'est-à-dire la gagne. Et je pense que lui, son animation, pour lui, dans sa tête, c'est clairement les joueurs qu'il affronte en fonction du match. Alors, je dis pas qu'il sait pas où il va, je dis pas ça. Mais je pense que, contrairement à un précepte du beau jeu à la Guardiola ou à la Klopp ou je sais trop quoi, ça va pas être sa priorité. Je pense que lui, il est plus dans le management du groupe. Et du coup, comment il va coordonner ce groupe-là pour que ça réponde. Et comme tu dis, Thibaut, bah ouais, l'animation, elle est quand même pas dire pauvre. Mais on sent qu'il faut que ce soit Benzema ou Griezmann qui touche la balle pour qu'on cherche un décalage, pour qu'on cherche une solution, pour qu'on cherche à ce qu'on aille de l'avant. Ou éventuellement un dribble de Coman pour créer un déséquilibre. Ou éventuellement un crochet de Mbappé pour qu'il prend la profondeur. On est sur ça, tu vois. Et c'est vrai que si on tombe contre une équipe très regroupée comme la Finlande dernièrement, si on n'a pas ces joueurs-là, on se rend compte que finalement, un projet de jeu, ça serait pas non plus inutile, tu vois, parce que voilà, les mecs ils sont pas là, donc on fait quoi? Et là, on se rend compte que nos joueurs numéro 1 ils sont pas là et on est bloqué. Moi, je pense que c'est parce que tu as aussi une grande différence entre, même si tout ton groupe est d'un niveau de qualité bien supérieur à la plupart des nations, tu te retrouves avec des mecs sur le terrain, c'est Benzema, Mbappé, Griezmann, du Coman, et sur le banc, sans les dénigrer, mais c'est Ben Yedder, Diaby, même si c'est des très bons joueurs, c'est pas du niveau de Benzema et... Comment, tu vois? Ouais, c'est pas le même standing, hein. C'est ça. Donc, est-ce que en mettant un seul plan de jeu en place, avec par exemple tes titulaires, est-ce que tu penses qu'avec les remplaçants, ça pourrait faire de même? Moi, je suis pas sûr. Si tu travailles ton plan de jeu avec tout le groupe, d'office, les principes de jeu sont inculqués à tout le monde. Oui, les principes de jeu, mais est-ce que ça va convenir à tous tes joueurs Bah, que t'as dans ton je groupe? crois contre la Finlande, il a pas démarré en 3-5-2, il a démarré en 4-4-2. Et quand il a fait rentrer, quand Dubois s'est blessé et qu'il a fait rentrer Pavard, ils sont repassés en 3-5-2 avec Benzema et Coman. Et là, Non, ils étaient à 3. Non, ils ont ils commencé étaient en à 3-5-2. 3. Ouais. Parce qu'il me semblait qu'hier, j'avais entendu C'était Margoton Zouma, dire, Upamecano j'avais entendu dire et Koundé. que Margoton disait que quand Pavard était repassé dans l'axe, c'était mieux et que donc il me semblait qu'il avait Après, changé de système. Il y a des blessés, hein, tu sais, quand tu vas récupérer offensivement, je sais pas, un mec comme Martial, au milieu de terrain, t'es Pogba, Kanté, il y a des mecs qui seront plus à Mais là, tu crois que la liste, Ouais. elle va encore évoluer parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Donc, Ouais, Elle évoluera sûrement, mais il y a quand même, il y a une tendance qui se dessine quand même, hein. ouais, mais après, tu vois, Kimpembe derrière, je sais pas s'il a perdu Kimpembe, un c'est peu, perdant, mais hein, c'est perdant, hein. il est un grand perdant du Mais- week-end. tu vois, moi, je suis quand même, alors, je suis pas du tout dans le débat Benzema-Giroud parce que je trouve que ce débat n'a pas lieu Il n'a d'être. pas lieu d'être, ouais. Mais tu vois, je trouve que se passer d'un mec comme Giroud, après, on sait pourquoi il est pas là. Je pense qu'il paye ses déclarations d'avant l'Euro qui a foutu Mhm. la zizanie dans le vestiaire. Mais honnêtement, sur ce match contre la Finlande hier, un Mais mec oui, il ferait du bien. qui s'est bougé les défenseurs, qui leur fait mal athlétiquement, qui en plus est à droit devant le but,
parce que je suis désolé, le mec est quand même à je sais pas combien de buts en équipe de France, il est tout proche de battre Thierry Henry, c'est pas pour rien. C'est pas Il une a battu, chèvre, hein. Non, il est encore derrière Thierry Henry, hein, mais encore derrière. 4, il y a Ouais, 4 mais- buts à mettre, je crois. je veux dire, quand on arrive là en équipe de France, t'es pas une chèvre. Et on peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve ça dommage de devoir se passer d'un mec comme Giroud. Alors ouais, il doit plus être titulaire. Je suis entièrement d'accord. Là, Benzema, il a prouvé que maintenant, il doit. Je pense que pour ses détracteurs, il doit prouver qu'on sait gagner une grande compétition avec lui. Je pense que c'est surtout ça. Mais en tout cas, il fait du bien. Hier, il débloque la situation. Contre le Kazakhstan, il a été aussi artisan de la victoire. Mais je pense que un mec comme Giroud, il peut aussi faire du bien à rentrer, à remplacer un joueur et jouer avec un autre profil. Mais c'est pas moi le sélectionneur. Et je pense que comme Deschamps, lui, le groupe, c'est le sacro-saint à protéger. Et je pense qu'il Giroud, il paye simplement ses déclarations maladroites qu'il a eues. Après, je pense qu'il a raison, Giroud. Hein. On avait vu quand même sur les derniers matchs que clairement Mbappé, il le snob quoi. Mais je trouve quand même que là, c'est à Deschamps à dire voilà, même si vous avez des préférences à jouer avec des telle ou telle personne, c'est l'équipe qui doit aller de l'avant. Je veux dire, on sait très bien que Giroud doit plus être titulaire. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord là-dessus. Mais sur un match comme hier, je pense qu'il aurait fait du bien. Il aurait fait du bien. Il sera plus appelé. Il sera plus appelé. Non, je pense qu'il sera plus appelé, mais je trouve ça dommage. Tu vois, je pense que si elle devait évoluer, ça aurait été bien quand même d'avoir un mec comme ça. À la place de qui, de Ben Yedder ou... Non, pour perso, moi, Ben Yedder, j'aime vraiment bien. Ouais, c'est vraiment aussi. le. Mais tu l'aurais mis à la place c'est de qui, vraiment du coup? Diaby. À la place de Moi, Diaby. je Ouais. testerai un concours aussi. Tu vois, ouais, voilà. Ouais. Du coup, je pense mais Diaby, je le trouve léger, très light. Mhm. Mais tu vois, moi, Ben Yedder, il me fait trop penser à un Gamero. Tu vois, Gamero, c'est un ouais. attaquant Pareil. toujours en mouvement, Mm. toujours à faire des appels. Et je le trouve super intéressant dans le jeu. Moi, j'aime vraiment bien Ben Yedder parce que Ouais. c'est pas le mec qui va te faire la différence systématiquement quand même. Mais c'est un super bon joker. Mais dans le jeu, tu vois, il apporte toujours une solution, il bouge tout le temps, c'est l'attaquant en mouvement, tu vois, c'est Ouais. vraiment un Gamero bis, quoi, et j'aime vraiment bien cet attaquant. Et c'est Moi pour ça aussi. que pour moi, il doit être dans le groupe aussi. Hein. Ouais, Il doit être dans le groupe. il a ses atouts qui sont pour lui. Ouais, je suis d'accord. Après, il peut faire ça. Si dans l'optique de Deschamps, c'est de jouer dans ce système-là, tu vas te priver des ailiers. Tu vois, Diaby, est-ce que Diaby est capable de faire ce que Coman fait, tu vois, en prenant le couloir? Je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr. Après, tu vois, Non, pas sûr. Coman, tu vois. Offensivement, tu peux remplacer Griezmann, tu peux prendre Fekir peut-être, tu vois, dans ce registre-là, un Non. peu 10. Tu remplaces pas Fekir, Griezmann par Fekir. Dans ce Non, cas-là, je mais préfère mettre Chouameni, tu vois. Tu mets qui dans ce poste? C'est un peu un 10 au final, dans cette équipe-là, Griezmann. Qu'est-ce qui a le profil pour jouer 10? C'est plus un Chouameni, je pense profil pas. à la hein. mode. Hein. Ouais, mais dans ce Non, cas-là, mais tu fais un milieu en à 3 avec une pointe basse Chouameni, un peu plus à gauche, tu mets Pogba qui est plus à l'aise et à droite Kanté. Il le fait très bien. On sait Ouais, tous que possible Pogba, aussi. il prendra ce rôle. Bien sûr. Il aime bien se porter vers l'avant, donc. Et je pense Ouais, que Chouameni c'est sera vrai plus en retrait. que. Quand t'as un triangle Griezmann, Pogba, Kanté, t'es content de l'avoir. Hein. Ah ouais. Par contre, je réfléchis. Moi, je suis un entraîneur, je prends les trois. Hein. Ouais, on va. Je pense après la Coupe du Monde 2022 là, ça sera un chantier l'équipe de France. Parce que. Il y a pas mal de joueurs qui vont arrêter. Oui. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Je pense que tu perdras des gros joueurs. Loris. Et après, regarde, là, Varane qui Kimpembe, c'est sur la fin. Mais tu remplaceras Griezmann. par quoi ou pas Mécano avec, à mon avis. Koundé. Ouais, Koundé. Donc. Hernandez, ils sont encore là. Hernandez, il sera encore là. Moi, après, c'est un joueur que j'adore et ça me fait trop chier qu'il soit plus là. C'est Ferland Mendy. Moi, j'aime trop le joueur. Laisse-lui le temps. Ça sera lui la doublure de. Je pense que honnêtement, s'il est pas blessé, c'est lui le latéral droit à la Coupe du Monde 2018. Hein, mais bon, il y a pas second poteau Pavard du coup. Mais je veux dire, franchement, Ferland Mendy, il est super polyvalent. C'est un super défenseur. Et ça me dégoûte trop qu'il soit pas là parce que c'est un top joueur et. En tant que piston droit ou? Tu l'as vu, la dernière fois, il avait dépanné en équipe de France à droite et il était meilleur que Pavard ou Dubois. Du coup, tu te dis, putain, ta solution, finalement, c'est un gaucher. Mais. Moi, je pensais que t'allais dire Jonathan Klaus, moi. Après, je pense qu'à la place de Kanté, je pense que là, on aura vraiment un problème parce que je vois pas du tout Ndombé remplacer Kanté. C'est pas le même profil, c'est plus offensif. Ouais, mais tu vois, vraiment un Guendouzi, j'ai pensé, mais non, je pense pas non plus. Moi, tu vois, il y a un joueur que j'aime vraiment bien, mais il faut vraiment qu'il prenne en volume de jeu et je pense qu'il doit partir de ce club-là. C'est Cacré. Moi, j'aime vraiment bien Cacré
trouve que c'est un joueur très très intelligent. Il est vraiment très mature pour son âge. Mais il doit prendre une autre dimension. Mais moi, je trouve que s'il y a vraiment un chantier, Thibaut à souligner en équipe de France, ça sera le remplacement de Kanté, parce qu'un joueur comme ça à remplacer, ça va être très, 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 très C'est compliqué. pas remplaçable. Ouais, mais voilà. Je veux dire, si tu veux rester dans l'optique d'avoir un mec qui reste devant la défense et qui est ultra performant, actuellement en France, t'as Kanté, mais après t'as quoi? Ouais. Même dans le monde, hein, je veux dire, va... dans n'importe quelle équipe, Kanté, tu le remplaces pas, quoi. Enfin... Je pense qu'avec cette génération-là, la Coupe du Monde 2022, ce sera l'année où je pense que certains joueurs seront. Mais ils peuvent largement la gagner. Ils peuvent largement la gagner. Il faut faire un truc. Mais qu'après, ça sera dur, les Varane, les Pogba, Griezmann, ça sera. Soit vont arrêter, soit ça sera vieillissant, ça sera sur le déclin, tu vois. Donc on verra bien, quoi. Mais vous, sur ce rassemblement-là, est-ce que pour vous, la France peut, malgré l'euro dégueulasse qui a été terminé, est-ce que pour vous, la France peut être un acteur majeur à la victoire finale heureusement. En 2022? Heureusement, t'es champion du monde en titre, t'as gagné la Ligue des Nations. Je veux dire, t'as joué 2 grosses équipes là en Ligue des Nations. Tu sors deux mauvais matchs. Tu sors deux matchs compliqués, t'arrives à gagner. Et franchement, si t'es pas concurrent à ta succession, alors on a vu les derniers champions du monde, on a commencé à finir dès la phase de poule, c'est sorti. Mais si on fait pas les cons, si on fait pas de la merde. Pour moi, la France, c'est pas les équipes européennes qui vont leur poser problème, ça va être les équipes sud-américaines. Ouais, même les sud-américaines, franchement. Ce matin, j'ai regardé le résumé de Argentine-Brésil. Ouais, c'est nul. Hein. C'est nul, je veux dire. Le Brésil, les deux équipes sont qualifiées. Les deux équipes sont qualifiées. Ouais, voilà, ils sont qualifiés dans l'Argentine, mais je veux dire, c'est quand même le Brésil, c'est une équipe qui va bientôt devenir numéro 1 mondial. Mais moi, il m'impressionne pas du tout le Brésil. Hein. Ça va plus être les Belges là, ça y est. Franchement. Bah, si les Belges, apparemment, il reste premier. Ouais, mais le Brésil gagnait hier, au vu du résultat de la Belgique, c'est le Brésil qui est passé premier. C'est un grand mystère aussi, ça, la Belgique premier. Moi, je suis pas du tout impressionné par le Brésil. Moi, je pense honnêtement, les grosses nations, là, ça va être, à mon avis, Espagne, Allemagne. L'Angleterre, ils sont toujours dans les tableaux faciles. C'est toujours la même. Mais les Anglais, il faut se méfier aussi, hein. Ouais, faut arrêter. C'est surcoté, les Anglais. C'est toujours pareil. Là, cette fois, tu peux pas dire, je suis pas d'accord avec toi sur le fait de dire que c'est surcoté. Mais si, ils font tout le temps des bonnes campagnes de qualif, ils gagnent tout le temps leurs 9 matchs, en poule à la Coupe du Monde Euro. Ils font des bonnes poules, et à chaque fois, en phase finale, les gars, ils ouvrent les yeux un petit peu. Ils font quoi la dernière Coupe du Monde, et ils font quoi dernier Euro? Demi-finale, finale? Ils sont dans le tableau le plus simple. Ils sont dans le tableau le plus simple. Ils ont juste tapé l'Allemagne. À l'Euro. Tu peux difficilement faire mieux. Ils sont demi-finalistes, finalistes. Ouais, mais moi, quand ils jouent, franchement, c'est facile à dire. Moi, je trouve que facile à l'Euro. Par rapport au championnat anglais qui est pas surcoté, mais qui est bankable, parce que voilà, c'est un championnat qui est agréable à regarder. Bah, moi, je trouve que leur équipe nationale ne reflète pas leur championnat, quoi, tu vois. Non, mais moi, quand je regarde l'Angleterre, tu te fais chier, quoi. Ouais, mais moi non plus, je suis pas forcément fan, mais de là à dire que c'est surcoté, ils font une finale. Ils pouvaient très bien gagner l'Euro, donc voilà. Moi, je trouve qu'on, oui, c'est surcoté dans le sens où on a un discours qui est trop, qui est trop bien. C'est-à-dire qu'on dit l'Angleterre c'est fort, mais non, c'est pas très fort l'Angleterre. La Belgique depuis 2018, ils sont premiers au classement FIFA, hein, d'accord. Ils ont battu que 3 grosses nations. Ils ont battu l'Angleterre, le Portugal et la Croatie. C'est quand tu regardes tous leurs matchs depuis 2018, parce qu'ils sont premiers, ils jouent aucun gros. Ils sont que contre des équipes de seconde zone ou troisième zone. Ils leur mettent des roustes. Mais les 3 grosses nations qu'ils ont battues, c'est Angleterre, Portugal et Croatie. Donc, quand tu vois ça, tu dis quand même que l'Angleterre, c'est une anomalie, tu vois. Je veux dire, ils ont tapé qui à l'Euro là, l'Angleterre en grosse nation? Ils ont tapé l'Allemagne en 8e. Après, ils sont dans la partie la plus simple. Ouais. Je l'avais vu, le Belgique-Angleterre. Hein. L'Angleterre, il leur manquait la moitié des joueurs, et c'est eux qui avaient dominé le match. Ils ont dominé le match, mais ils ont quand même perdu. Ouais. Je veux dire, contre une équipe qui, je vais comme le rappeler, la Belgique, c'est une équipe qui sait pas défendre. Ils savent pas tenir un score. Regarde, tu l'as vu contre la France, ils gagnent 2-0 et ils s'écroulent en deuxième. Donc tu vois quand même que, ils s'écroulent, mais aussi nous on se réveille. C'est parce que la France, elle est trop forte. Ouais. Eux aussi, en 2022, la Belgique, ils vont avoir un sacré chantier. Mais après, c'est un autre problème. Mais je veux dire quand même, tu vois, l'Angleterre,
c'est toujours pareil, c'est surcoté, c'est des putains d'équipes sur le papier, mais à chaque fois, Non, moi je trouve que c'est quelconque. Moi, je te dis franchement, t'as un numéro 9 qui arrive en Espagne, là, bah, l'Espagne va faire très très mal. Hein. C'est parce qu'ils veulent juste garder le ballon, hein, mais ils cherchent pas à marquer des buts. Hein. Mais par contre, quand ils ont un numéro 9, un David Villa ou un Torres, bah, ils vont cartonner. Ouais, l'Espagne, par contre, ouais, je trouve que ça augmente bien. Ouais. T'as vu le bouillon quand même qu'on a pris au milieu de terrain à certains moments du match. Alors, ok, on a joué à l'expérience, mais je veux dire, c'était pas facile le match. Hein. Moi, je voyais pas du tout quand l'Espagne marque, je vois pas du tout. Et là, t'as un mec qui s'appelle Benzema, il te met un but venu absolument d'ailleurs. Mais je veux dire, jamais tu te dis qu'on revient à ce match. On prend l'eau tout le match en termes de ballon. On voit pas le jour. Mais c'est là où nous, je trouve que là, on est fort. On sait se sortir de situations compliquées. Ouais, de toute façon, il y a tellement de temps encore jusqu'à la Coupe du Monde. Oui, on a encore un peu plus particulière. Puis il y a une autre Ligue des Nations, je crois, qui va jouer aussi. Ouais, il y aura peut-être le début des qualifs, un truc comme ça. Il y aura les barrages pour savoir si t'as Italie et Portugal qui peuvent être out, quoi. Parce que tu vois, quand tu vois l'Angleterre qui se qualifie directement et l'Italie et le Portugal en barrage, bah tu te dis voilà. Parce que pour moi, l'Italie et le Portugal, ils sont carrément plus forts que l'Angleterre. Quoi. Bon, sur le papier. On va clôturer cet apéro foot. Parce que je pense que on a fait le tour de la question. Bon, c'était une bonne petite rentrée, c'était bien. Une bonne petite rentrée, les gars, on va revenir en force. Hein. On vous le dit, on a eu une pause, on a eu le temps de recharger les batteries. On va revenir en force pas mal. On va essayer de refaire un épisode tous les mois et demi. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse de participer à une de nos émissions. Hein. Ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des idées aussi sur lesquelles on peut plancher et puis faire une émission, ça peut être cool aussi. Ouais, carrément. Mais et puis on espère aussi, enfin pour ceux qui ont pris le foot dans les championnats amateurs, que votre saison se déroule pour le mieux, que vous êtes contents comme nous on l'est de pouvoir rejouer normalement. Donc, c'est cool. Bon, ce sera le mot de la fin, les mecs. Je vous souhaite une bonne soirée. Bah ouais, bisous à tous. Hein. Les mecs. Puis allez les bleus. Hein. Bisous. J'espère quand même qu'on aura droit à un Italie-Portugal. Juste. Pour les barrages. C'est possible. Je sais pas si c'est possible. Pour le kiff. C'est un tirage au sort ou pas? C'est un. Je vais vous dire ça. Non, je crois qu'il y a des chapeaux. En tête de série, on a l'Écosse, le Portugal, l'Italie, la Russie, la Suède. C'est mort. Ah, je suis déçu. Et en non-tête de série, on a la Turquie, la Pologne, la Macédoine, l'Ukraine, l'Autriche et la République tchèque. Putain, il faut se taper la Pologne. Hein. Oh. Ouais. La Turquie aussi, faut se la taper. Hein. Allez, jouer à Istanbul. Il y aura pas. Non, de toute façon, c'est des matchs tellement. Mais par contre, si ils peuvent se rencontrer parce qu'en fait, il y a que il y a deux tours. Il y a 2 tours sur ces barrages. Comment ça, il y a 2 tours? Tête de série contre une non-tête de série. Ouais. Et le vainqueur après des matchs. Ah d'accord. Ok. Se rencontre. Ah ouais, il y a 2 matchs. Et c'est en aller-retour ou pas? Non, c'est en match. Ah ok. Ok, on match pour les Italiens 2 fois de suite. Ah ouais. Et pourtant, avant de partir, je sais quand même à souligner ce qu'a dit Mancini cette semaine. Il a dit qu'il allait gagner la Coupe du Monde, mais on va peut-être la gagner. Ouais. le mec, il les a posés sur la table comme ça. Il a dit qu'est-ce qu'il y a. C'est tout normal qu'on leur souhaite. Bah oui. Bah moi je le souhaite pas. Moi je souhaite que la France gagne. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Bon allez, bonne soirée à tous. Ouais. Allez, bisous à tous. Ciao. Bisous. Ciao.